tous. Donc voilà, je me permets de refaire une vidéo ASMR. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. J'en ai fait qu'une en fait sur ma chaîne. Elle n'est pas du tout active comme j'aime, parce que je ne suis pas du tout. Je prends pas mon temps en fait de faire des vidéos. Aujourd'hui, je prends mon temps parce qu'on est dimanche, il fait pas très beau. Et voilà, j'avais envie de faire une vidéo. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est arrivé d'un coup. J'ai eu envie en fait pour deux choses, parce que d'une part j'ai reçu un nouveau téléphone portable qui me permet d'avoir un micro un peu plus correct déjà. Et deuxièmement, ça vous le verrez, vous voyez sûrement déjà en vidéo, mais j'ai une passion. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là dans ce domaine-là, mais voilà, je fais du tir sportif. Et le tir sportif, c'est quelque chose que je pratique très régulièrement. Alors oui, je suis pas un psychopathe, je suis pas pour que tout le monde soit armé dans les rues avec des flingues à la ceinture, ce serait le bordel. Par contre, voilà, j'ai une vision des armes d'une part pour le sport, mais aussi pour le côté technique sportif, le côté l'objet en lui-même. Et aussi, bien sûr, après, comme beaucoup de gens qui pratiquent cette activité, question de. Comment dire, une question personnelle en fin de compte, d'assurer une certaine sécurité. Dans le pire des cas, bien sûr que c'est vraiment pas un cas dans lequel j'aimerais me retrouver confronté à l'obligation, on va dire, l'obligation d'utiliser une arme contre quelqu'un, ça c'est clair et net. Mais voilà, ça reste un sport avant tout, ça reste une passion, ça reste aussi intéressant que le tir à l'arc par exemple, qui est aussi une arme, le tir à l'arc, mine de rien. Bref, donc voilà, je me repenche vers la création d'une vidéo. Et vu que je fais du tir sportif et j'y ai pensé, je pensais à faire une vidéo par rapport, en lien en fait avec ma passion, donc les armes à feu et le tir sportif. Et je ne suis dit rien de plus relaxant, je trouve, moi personnellement, que de l'ASMR avec des bruits légèrement métalliques. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai entendu déjà sur une chaîne anglaise, alors je sais plus le nom, je le retrouve plus d'ailleurs, où le gars il s'amusait il nettoyait, il parlait très doucement de ses armes. Alors ça peut être des armes pistolets, ça peut être comme des couteaux aussi, ou alors il parlait d'autres choses qui n'avaient rien à voir, ça peut être des machines à écrire. En tout cas, j'en rappelle plus de cette chaîne. Je l'ai écouté il y a longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en fait, cette vidéo va être. Je sais pas combien de temps va durer, mais je vais faire un nettoyage, on va dire, de l'arme, un nettoyage assez complet, même si l'arme est déjà lavée en fait. J'ai utilisé hier et je l'ai lavé entre temps. Après chaque fin de séance, je nettoie les armes à feu. Là, juste pour le besoin de la vidéo, je vais recommencer, voire même un peu plus poussé, parce que je vais démonter le système intérieur de la culasse, le percuteur et tout ce qui est différents ressorts. Ce que je fais pas constamment ça, parce que sinon je passe des heures et c'est un peu embêtant. Donc je vais essayer de faire ça de façon le plus relaxant possible, en évitant bien sûr tout coup de métal trop bruyant, hein, parce que là le setup, vous voyez rien, mais je suis dans une position debout, à moitié accroupi en fait, donc c'est très fatigant pour les genoux. Et j'ai le micro qui filme d'un côté, j'ai l'appareil qui est posé sur le trépied, mais j'ai pas trop accès en fait j'ai pas trop accès là de ce côté-là, en fait compte de mon arme. En fait là je suis de ce côté-là. Et comment dire, je vais tout devoir faire ici. Alors sachant que j'ai l'appareil ici, j'ai une lampe qui éclaire juste là, j'ai une lampe qui éclaire
personnes qui connaissent les armes à feu et surtout qui en ont déjà vu ou pratiqué ou utilisé vont, du moins je vais pas faire un nettoyage en bonne et due forme, hein. C'est-à-dire je vais pas respecter tous les petits trucs à nettoyer, les petits accès, je vais faire quelque chose de facile à faire et qui peut être mis dans une vidéo ASMR. Donc démontage de la culasse, du chargeur et démontage du percuteur dans la culasse. Ça va être très succinct, on va dire, mais c'est pour montrer entre guillemets les grandes lignes. Donc bien sûr là, l'arme que j'ai entre les mains, c'est un Glock 17. Un Glock 17C. Glock, c'est une arme autrichienne, c'est une marque autrichienne du moins. C'est l'arme qui est utilisée, c'est l'arme la plus répandue dans le monde. La plus répandue pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup de forces de l'ordre d'ailleurs aux États-Unis, hein, c'est ce que la police a à la ceinture. Beaucoup même pas que la police, hein, ça peut être peut-être l'FBI ou autre. C'est une arme qu'on voit énormément dans les films. C'est une arme qui est très répandue donc dans pas mal de pays, hein. Même en France, qui est répandue beaucoup utilisée beaucoup par les civils, on va dire, dans les centres de tir bien sûr. C'est une arme qui en France ne peut être utilisée uniquement comme toute arme de catégorie B, hein, donc comme pistolet on va dire, qui peut être uniquement pour le civil utilisé en catégorie uniquement utilisé en stand de tir. On a le droit de la voir sur soi dans la rue, bien sûr que non, et d'ailleurs pour aller, on a le droit uniquement de la voir sur soi, donc plutôt dans un sac, soit avec un verrou de pontaise, un cadenas qu'on met sur le pontaise au niveau de la détente. C'est un cadenas qu'on met ici qui bloque l'accès à la détente et pour pas que l'arme soit utilisée rapidement. Et cette arme doit être mise avec un verrou de pontaise dans un sac, munitions à part, dans un endroit qui n'accessible pas le conducteur, donc en général c'est dans le coffre, et avec verrou de pontaise, ou alors en enlevant la culasse. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on enlève la culasse. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, je me perds un peu. Donc oui, aussi au niveau de l'utilisation de cette arme à feu, les forces de l'ordre, les policiers français, gendarmerie, ne l'utilisent pas, ne l'ont pas. Je crois qu'ils sont P226 actuellement. En tout cas, ce sont uniquement les forces spéciales françaises, hein, donc tout ce qui est commando Uber ou autre, qui utilisent aussi ce genre d'arme. C'est une arme très fiable, très fiable, très solide, très légère, parce que la particule là, c'est la partie du haut que je touche, qui est en métal, et toute la partie du bas, ça, c'est du plastique. C'est du plastique. Donc, c'est très léger en fait, ça fait 600 grammes je crois, peut-être 650 grammes environ. Une arme très légère qui n'a pas de chien. Alors le chien c'est la partie derrière qui fait taper sur le percuteur. C'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de jeux ou autres, hein. Un chien derrière souvent, derrière les armes à feu. Là ils l'ont pas, moi ils l'ont pas parce que c'est comme ça. C'est un percuteur interne en fait. C'est pas un double action, c'est uniquement un simple action, voilà ce que je voulais dire. Bref, je vais pas expliquer tout le fonctionnement de toutes les armes, ce sera trop long et peut-être trop indigeste. Mais donc voilà, c'est une arme qui est très répandue et très peu chère en fait. Voilà, c'est l'une des armes les moins chères. C'est l'arme la plus accessible au grand public. Une arme neuve comme ça en France, ça coûte, pour les générations 4, donc il y a 5 générations actuellement, ça coûte 550€, 600 selon les modèles. Voilà, donc c'est une arme très accessible. Bon, après, qui est un peu difficile à prendre en main, parce que il faut appliquer une force sur la détente. Il faut appliquer une force, assez conséquente, qui s'élève à 2,5 kg d'origine. Après, on peut la diminuer, mais c'est assez fort. Donc, bien sûr, l'arme est en sécurité, hein, elle n'est pas prépositionnée en munitions. Je vais essayer de faire ça très calmement, sans trop. Voilà, il n'y a pas de balle dans le chargeur. Enfin, voilà, j'ai une balle à côté, je vais vous montrer. En essayant de ne pas faire de bruit.
quasiment le moins cher. Après, le moins cher, c'est le 22 long rifle, mais le 9 mm, c'est les balles les plus grosses, on va dire, qui sont les moins chères. Les plus grosses, au-dessus du 22 long rifle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette arme? Non, c'était un Glock 17, j'ai déjà dit, c'est un 17C. La différence, attendez, je fais un petit peu de bruit. Glock 17C, pourquoi? Parce que le C, ça veut dire compensateur. Ce sont les deux trous que vous allez voir au-dessus, ici. Alors il y a deux trous dans la culasse, dans la partie métallique en haut, et ainsi que deux trous dans le canon. Alors je ne vais pas faire de bêtises. Là on les voit un tout petit peu dans le canon. Je vous montrerai tout à l'heure le trou dans le canon. Ça sert à ce que quand vous tirez là, le recul soit un tout petit peu moins fort. Alors franchement, en tirer avec différents calibres, ça ne change rien. Le Glock est une arme très légère, donc le recul est beaucoup plus, on va dire, on ressent beaucoup plus de recul. En plus, c'est assez bruyante. Il y a des armes en 9 mm qui ont moins de recul parce que le poids de l'arme est beaucoup plus élevé. Derrière, je tire avec une arme qui s'appelle le Château 2. C'est une arme de chez CZ, c'est une marque. C'est une arme qui fait 1 kg, 1 kg 2, je sais plus. Donc elle fait quasiment le double de celle-là. Et vu que le poids est plus élevé, l'inertie de la culasse, le kick que met la culasse en arrière, et on le ressent moins parce que toute la partie basse de l'arme est en métal. Et donc ça compense entre guillemets le recul de la culasse qui est bien sûr aussi en métal. Mais voilà, l'inertie, le choc est moins violent. Alors que sur le Glock, vu que la culasse en métal qui recule quand on tire de façon très violente, vu que la partie basse est en plastique, ça, en fait, on a vraiment toute l'inertie du bloc de métal d'en haut qui vous revient dans le poignet. Donc, j'ai peut-être oublié de parler d'une chose que j'ai commencé à expliquer et que je me suis embrouillé. Excusez, c'est ma deuxième vidéo, la première, on va dire, vraie grosse vidéo. Donc, voilà où je voulais en venir ensuite. Donc, bien sûr, j'ai cette arme-là, de toute façon, j'ai cette arme-là légalement, bien sûr, c'est tout le cas. Beaucoup de gens, beaucoup de Français qui ne connaissent pas trop les armes à feu pensent qu'en France, la législation est très 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 restrictive. Alors bien sûr, en France, on est, même en Europe en général, la législation des armes à feu est assez restrictive. Mais mine de rien, en France, nous sommes le pays européen qui avons la législation peut-être la plus, on va dire, dans les plus souples de l'Union européenne. Il y a des pays où les armes à feu sont totalement interdites. Même pour le tir sportif, c'est assez compliqué, comme en Angleterre par exemple. Je crois qu'en Allemagne aussi, en Espagne, ça commence à être un peu plus compliqué. En Suisse, c'est l'un des pays les plus souples, hein, je crois, de l'Union européenne. Mais en France, on n'est pas trop loin derrière parce que en France, un Français faisant partie, ayant du moins une licence de tir sportif, dont sous énormément quand même de conditions. Hein. Il faut remplir des conditions, c'est-à-dire des inscriptions au stand pendant tant de temps avec des demandes, du moins faire des tampons sur un carnet de tir, ça s'appelle les tampons espacés de temps de temps. Ensuite, vous montez un dossier, assez complexe entre guillemets. C'est vrai que c'est assez complexe comme dossier à monter. L'envoyer à la sous-préfet et la sous-préfet envoie la demande à la gendarmerie ainsi qu'à un service médical pour voir s'il n'y a pas d'antécédents médicaux, psychologiques, psychiatriques et au niveau de la gendarmerie ou la police s'il n'y a pas de problème de casier judiciaire. Donc après j'ai très très résumé la façon de faire, mais voilà, c'est un dossier qui est comme assez important, assez lourd et qui met plus d'1 mois à revenir. Sachant que la démarche, si on veut la faire le plus rapidement possible, c'est minimum 6 mois plus le mois de traitement de dossier, donc 7 mois, on va dire on compte une année. Bref. Donc voilà, c'est en France, la législation est assez restrictive, mais nous offre beaucoup de possibilités au niveau des choix des armes à feu.
Contrairement à ce que j'aimerais voir. Donc, je parle pas de licence, je parle pas de permis de chasse où là on est limité à des armes de catégorie C, ce sont des armes de chasse uniquement. Je parle des gens qui sont inscrits, licenciés dans les associations de tir sportif où là on a le droit, sous toutes ces conditions, de détenir chez soi un maximum de 12 armes de catégorie B. Ça c'est une arme de catégorie B. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi le B, pourquoi tout ça, parce que trop long et c'est pas le sujet de la vidéo, et dans tous les cas je pense que je le ferai dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc on a le droit vraiment à beaucoup de types d'armes. La seule restriction, c'est que l'arme ne soit pas en automatique. Donc automatique, c'est... bon, je parle pas des armes de poing comme celle-là, hein, mais je parle des armes comme les AK-47, AR-15, G36 ou autres, armes longues on va dire, avec chargeur de 10, 20, 30 coups. Ce sont des armes où en appuyant, des armes pour le côté automatique, hein, je parle, ces armes où on appuie une seule fois sur la détente, et une rafale de munitions, une rafale de balles qui partent. En France, le civil a le droit à un G36, le droit à un AR-15, d'ailleurs j'ai un AR-15, je vous montrerai je pense dans la première vidéo, la prochaine vidéo, a le droit à toutes ces armes là, mais elles sont fabriquées pour le civil, c'est-à-dire que le mode automatique n'est pas présent, et on a le mode semi-automatique seulement. Les semi-automatiques, c'est-à-dire c'est comme un pistolet comme celui-ci, pour qu'il y ait un coup qui parte, il faut faire une action sur la détente à chaque fois. Et là ça part bam, 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 bam. Ça c'est le semi-automatique. Le mode coup par coup. Le mode coup par coup, c'est les fusils à verrou souvent. Les fusils à verrou sont les armes où on a un levier d'armement. C'est comme sur les fusils de précision. Hein. C'est une manivelle, mais un levier, un système mécanique qu'on met, qui est en haut de l'arme sur la culasse, qu'on rabat en 4 manœuvres régulièrement, souvent du moins, et qui engage une balle dans le canon. Pression sur la détente, ça tire, le coup part, et on doit réarmer l'arme. Donc ça c'est les armes coup par coup. Armes de chasseurs souvent, c'est les armes ce sont des armes de catégorie C en grande majorité des cas, même s'il y en a aussi en B, je crois que je raconte des bêtises, je sais plus. Bref, donc je vais commencer à faire le nettoyage de l'arme, parce que là ça fait déjà 15 minutes, 16 minutes que je vous parle et j'ai toujours pas démonté. Alors je vais essayer vraiment de démonter le Glock en faisant le moins de bruit parasite, en essayant de ne pas cogner sur le bureau. Je vais bouger tout ça. J'enlève le chargeur. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je m'excuse aussi d'avance peut-être parce que le focus de mon appareil photo est réglé par rapport à la luminosité qui est assez basse. Donc je suis, je crois, en focus de 5, c'est pas énorme, donc j'ai pas beaucoup de profondeur de champ. Ce qui fait que si je monte trop l'arme, comment dire, on aura du flou. Ça sera peut-être flou. Alors voilà, je vais essayer de la mettre au plus basse possible sur le point où j'ai fait le focus. Alors voilà, je démonte le Glock. Pour démonter le Glock, c'est une arme les plus simples à démonter. Donc on peut voir que sur la partie au-dessus du pontet, il y a donc c'est en coche en fait ici avec une grippe dessus. Pareil de l'autre côté. Il suffit simplement de reculer là légèrement la culasse de cette façon-là. Légèrement reculer. Ah, il y a une petite butée en fait. Et ensuite baisser en même temps les deux pics. On va les baisser vers le bas. Et ensuite on relâche. Là c'est pas toute seule en avant. On peut lâcher. Donc là, la culasse a été libérée. Libérer la partie basse. Je vais essayer de l'enlever sans faire trop de bruit. Hop. Donc là en haut, dans la main droite, celle-là, on a tous les culasses, tout le bloc culasse. C'est la seule partie qui est métallique qu'on
faire quelque chose qui n'est pas risqué. Il y a tellement un besoin de sécurité dans les armes à feu que la sécurité est, on dirait, la priorité. Et ils peuvent pas se permettre de faire des armes pas chères en utilisant des matériaux de merde et des montages de merde simplement, sous prétexte que c'est pas cher et que une arme sur deux explose dans les mains du tireur. C'est très rare, une arme qui explose, qui se casse en tir, c'est une arme qui était très mal entretenue, ou alors que le tireur fait n'importe quoi avec, que ce soit un canon bouché, un canon, des munitions mal utilisées ou surchargées en poudre, bref. Donc je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais c'est des armes de qualité en général, toutes les armes sont quand même de qualité et bien fabriquées avec des matériaux usinés en une pièce. Alors là j'enlève le ressort, non, je laisse d'abord expliquer. Là c'est bloqué, là donc full métal, hein, il est complètement en métal. Là on a la partie base de l'arme, donc là c'est quasiment que du plastique à part les pièces en manière mécanique ou les pièces d'accroche, mais là on est vraiment sur du métal partout. Bah sur du plastique, je dis plastique. Tout en plastique. Ici aussi. Voilà. Tout est en plastique. Le bouton d'éjection du chargeur. Alors là, c'est la queue détente sur le Glock qui a une particularité, c'est qu'au milieu de la queue détente, je sais pas si on va voir ici, vraiment au centre, je vais prendre un truc pour montrer ça, hop, le brosse à dents. Alors là, cette partie-là, c'est une autre sécurité. C'est une sécurité qui fait que pour pouvoir actionner la queue détente, il faut que cette partie-là soit enfoncée. Je trouve pas ça utile en fait, parce que entre guillemets c'est pour dire que si le doigt n'est pas dessus, mais si c'est quelque chose qui accroche la queue détente alors que l'arme est prête à tirer, ça ne déclenche pas le coup. En clair c'est le doigt qui doit appuyer dessus. J'ai envie de dire si quelque chose, si par exemple une branche d'arbre ou une sangle d'une tenue ou d'un holster passe sur la détente que l'arme est prête à tirer, il y a peu de chances que ça appuie sur la détente sans appuyer sur la partie centrale. Donc c'est pour ça que je trouve cette sécurité un peu obsolète, franchement. En plus qui est dérangeante au niveau des fois du... Oui, d'un moment ça fait mal au doigt. Bref. Donc voilà, à l'intérieur, hein, c'est que du plastique avec quelques parties en métal comme celle-là, qui est la partie qui sert à arrêter la culasse en fin de chargeur. Voilà, là forcément c'est en métal. Ça c'est la partie de la détente. Là je viens d'armer la détente en fait. Voilà. Quand la culasse repart en arrière, en avant plutôt, elle actionne cette partie là qui actionne la détente. Donc là je ne vais pas appuyer dessus parce que ça risque de déclencher un ressort et donc de faire un bruit métallique ou plastique du moins, assez pas très agréable du moins. La détente, donc la culasse plutôt. Donc là elle est en trois parties principales. On a le ressort ici qu'il faut déclencher. Simplement il est quasiment posé en fait dessus. C'est un ressort, enfin c'est un double ressort. Le Glock la génération 4 des Glock il y a des ressorts comme ça qui servent à moins les fatiguer avec le temps, je crois, et pour quelle autre raison, je sais plus quelle autre raison. Donc là le ressort qui sert à faire revenir la culasse en avant. Le canon, alors le canon, attention, voilà, c'est une pièce toute simple, hein. Voilà ce que c'est un canon de Glock. D'ailleurs un canon de beaucoup d'armes ont plus ou moins le même profil. Donc c'est petit. Et alors ça c'est le trou que je parlais tout à l'heure, hein, le trou du compensateur.
qui servent à faire que la balle ait des rotations. Tu as le même effet de Coriolis, si je sais pas de bêtises. Donc pour compenser entre guillemets la force de gravité, du moins que la balle ait une meilleure stabilité dans l'air. Une meilleure stabilité dans l'air et une meilleure portée, on va dire, initiale, avec une précision, une stabilité, on va dire, optimale, entre guillemets. Voilà. Et donc voilà la culasse. La culasse qui est tout en métal excusez-moi, tout en métal, donc usinée en un bloc. Bien sûr, il y a des petites pièces comme celle-là qui sont. Alors je prends cette machine, ce sera beaucoup plus facile avec ça. Hop. Donc là, plus facile pour montrer. Donc là, on a des pièces bien sûr qui sont movibles, qui bougent. Ici, c'est la partie du percuteur. C'est une partie du percuteur qui est à l'intérieur de ce bloc de métal qui arrive, ici. Je commence à avoir mal au dos. Le percuteur, on le voit, c'est la petite partie un peu plus grise ici. Je vous montre au bout de. Voilà, ça c'est le percuteur. Là, c'est la partie qui rentre, qui tape dans la balle. Hop. C'est la partie qui tape là-dedans, le rond du milieu. Alors c'est un rond qui contient du fulminate de mercure, si je dis pas de bêtises. Du fulminate de mercure, c'est. Alors je sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, ça a peut-être changé entre temps, mais c'est un explosif qui est instable, qui explose, qui détonne au choc. En tapant dessus, ça explose. Ça s'appelle l'amorce, et l'amorce, quand elle explose suite au choc du percuteur, elle brûle la poudre. Une poudre, c'est pas de la poudre noire, c'est une poudre, on va dire sans fumée, qui se trouve dans l'étui. Et ensuite, qui fait sortir l'ogive. L'ogive qui passe dans le canon, bien sûr. Donc la munition est dans le canon. Elle est comme ça. Le percuteur tape dessus. Et ensuite, l'ogive, hop, elle sort. Alors, je ne vais pas vous expliquer non plus le fonctionnement d'une arme, le fonctionnement mécanique d'une arme. Parce que là, je suis pas tout dans la bonne position. Et je commence à avoir mal au dos. Je suis à 45 degrés, le dos penché en avant. Et en fait, je crois même que je vais pas commencer à laver l'arme maintenant. Parce que sinon, j'ai pas fini. Je pense que je pourrais plus me redresser. Alors, je suis pas vieux, mais je commence à avoir déjà mal. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus sur. Je vais quand même peut-être démonter juste le percuteur pour vous montrer le percuteur. Donc là, c'est la partie un peu chiante parce que d'une part, je vais mal et en plus, c'est une partie qui demande un tout petit peu de forcer. On va tourner sur des parties. Et j'ai peur que ça fasse des bruits trop dérangeants. En normal, c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais. Attendez, je vais faire un peu de ménage là. Voilà. Alors, c'est facile à faire. Mais là, dans la position où je suis, et en me disant de ne pas faire de bruit. Alors, là, je baisse cette partie-là. Pour qu'on ait besoin de focus, bon, je suis là, après, on verra rien du tout. Ce sera flou, du moins, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc là, je baisse la partie là. Et j'ai enlevé le cache. Je fais du bruit. J'ai enlevé le cache qui est au-dessus. On voit bien ce cache qui était là. Est parti, je l'ai enlevé. Donc là, on a un ressort. Alors, on a ce petit ressort ici. Qui, je peux enlever, hein, mais ça sert uniquement. Je vois que dès que je vous parle d'un truc, il faut que je vous reparle d'un truc par la suite pour vous expliquer. Ainsi de suite, ce qui fait que c'est interminable. Bref, c'est un petit ressort qui sert à entre guillemets, compresser cette pièce-là. Et cette pièce-là sert à éjecter l'étui qui a été, la balle qui a été tirée, pas la balle
que, hop, on peut voir peut-être comme ça qu'il y a une dent à l'intérieur et que la balle... Ouais, bref, ça sert à éjecter. Ça sert à éjecter l'étui de la munition qui a été tirée à l'instant. Bref, donc ça je vais pas l'enlever pour l'instant, ça ne sert à rien. Je vais vous enlever uniquement le percuteur. Alors le percuteur, là, on tire dessus. Voilà. Je vais pas vous enlever le ressort non plus. Parce que pour enlever le ressort, ça va, c'est facile à enlever. Le problème c'est que c'est pour le remettre. Et là, ça va être compliqué à remettre. Sans faire vraiment de bruit. Sans m'énerver surtout. C'est une partie chiante. Donc voilà le percuteur. C'est cette petite pointe. Petite pointe qui tape. Non, désolé, petite pointe qui tape dans cette partie-là. Donc voilà. Là je suis en train de remonter le système du percuteur. Moi je referme la culasse. Et je stoppe la vidéo maintenant. Donc voilà, ça sera la fin de la vidéo. Je n'ai pas détouillé l'arme, mais je l'ai simplement démonté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je referai sûrement des vidéos. Alors j'espère pas en faire dans 6 mois ou dans un an, parce que la dernière vidéo date d'au moins un an. Donc ouais, je vais refaire une vidéo. Alors je vous dirai pas bientôt forcément, mais peut-être dans 2 semaines, un mois, peut-être même plus, je ne sais rien. Où là je nettoierai cette arme-là. Je vous présenterai peut-être l'autre, je sais pas. On verra. Je vais maintenant mettre toute la vidéo et le son que j'ai enregistré différemment sur mon ordinateur et je vais voir s'il n'y a pas de problème de son, de problème de bruit dérangeant ou des trucs qui sont dérangeants en ASMR. Je ne cache pas que quand je regarde des vidéos ASMR et que les gens qui font leurs vidéos, comment dire, laissent des bruits vraiment désagréables, je trouve ça plus qu'énervant en fait, et ça fait l'inverse de me reposer, de me relaxer, je ne m'endors pas. Il suffit qu'en plein milieu de vidéo, je suis quasiment endormi, que j'entends un truc tomber ou le mec qui éternue, ça m'énerve. Bah, ça me réveille, donc ça m'énerve. Donc voilà, je vous souhaite une potentielle bonne nuit ou